accueillir maintenant Françoise Renaud-Toraval qui nous vient de Créteil. C'est quasiment un pot de départ. Elle nous avait promis que sa dernière intervention publique serait pour nous. C'est notre Mylène Farmer de l'Hépato. Je dis Mylène Farmer parce qu'elle a toujours été percutante, elle a bougé les hépatos, elle a fait réagir. Si aujourd'hui on est aussi bon que ça en France, c'est probablement parce qu'on avait Françoise qui nous a mobilisé les ménages sur tout ce qui était santé publique, qui nous a obligés à regarder d'un autre côté l'hépatite C. Je pense qu'elle a énormément fait aussi sur l'accès aux soins pour les patients les plus précaires. Et c'est tout naturellement que l'HAS et les autorités nationales lui ont demandé des recommandations sur les hépatites virales. Elle a coordonné un groupe dans lequel il y avait des militants des SOS hépatites. Ça a été extrêmement dur pour elle à avoir une équipe capable de réfléchir et de travailler. Et elle a accepté de venir nous en présenter les recommandations pour nous, qui seront la base de notre réflexion pour militer dans les années à venir. Encore un grand merci d'être là. Merci beaucoup. Oui, effectivement, merci de m'avoir demandé de présenter les recommandations de ce nouveau plan hépatite qui est né sous le triple signe de l'ANRS, de l'HAS et du CNS. Alors, en fait, dans tout ce qui a déjà été dit jusqu'à présent, vous allez retrouver de façon formalisée donc dans les recommandations que l'on préconise au pouvoir public. Autre remarque que je voudrais faire avant, je vous préviens que mon diaporama est d'une très grande sobriété, parce que je trouvais que finalement le sujet ne se prêtait pas au dessin. Donc voilà, ça reste très sobre. Alors bon, je n'ai plus de lien d'intérêt depuis perpète. Alors très rapidement, la méthode de travail. En précision, c'est l'AFEF qui m'a demandé de prendre la coordination et acceptée donc par l'HAS, l'ANRS et le CNS. Alors, il a fallu trouver et former 5 groupes de travail ayant chacun un pilote pour donc s'occuper des 5 sujets qui sont présentés ici. Donc, les aspects thérapeutiques du virus C, du virus B, du virus Delta. Un chapitre sur épidémiologie, prévention, dépistage et un chapitre parcours de soins. Les membres de ces groupes devaient n'avoir aucun lien d'intérêt majeur. Et donc, c'était un petit peu compliqué. On s'est fait un peu retoquer de temps en temps pour certaines personnes. Mais on est arrivé finalement à créer des groupes d'à peu près une dizaine de personnes qui avaient donc pour rôle de décider du plan, d'écrire les 5 chapitres, d'émettre des recommandations après l'analyse de la littérature. Et une fois ces recommandations faites, il y avait 2 groupes de relecture pluridisciplinaires. Un groupe qui a relu les 3 chapitres qui faisaient les aspects thérapeutiques C, B, Delta, et puis un groupe qui a relu les 2 autres chapitres. Et ces 2 groupes de relecture devaient, selon la méthode HAS, coter, commenter, voire critiquer les recommandations. Et donc, on a pu effectivement modifier, quand les cotations n'étaient pas très bonnes, modifier nos recommandations pour qu'il y ait donc un consensus. Alors, ça a donné lieu à la production de 3 types de documents. La totale, c'est le texte long, il y en a 5. Pour les 5 chapitres. Et là, donc, il y a le préambule, c'est-à-dire pourquoi on a estimé qu'il fallait actualiser ce rapport. L'argumentaire qui se base sur l'analyse de la littérature et qui permettent d'émettre donc des recommandations. Il y a aussi les références bibliographiques. Alors, pour une lecture plus rapide, il y a les textes courts, toujours au nombre de 5, qui ne reprennent que le préambule et les recommandations. Et puis la HAS en a remis une couche en nous demandant des fiches synthétiques, donc très synthétiques, avec simplement l'essentiel sur quelques pages, pour le virus C et une pour le virus B et Delta. Alors, le contenu de ces chapitres rapides, les 3 chapitres thérapeutiques VHC, VHB, VHD, ont été faits vraiment avec la méthodologie HAS et ont eu le label HAS. Donc ça, c'est quand même important. Donc il y a une reconnaissance. Et en fait, ses objectifs, c'était de répondre à toutes les questions qui concernent la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients infectés par les 3 virus, enfin l'un ou l'autre des 3 virus.
On a donc essayé de traiter toutes les situations cliniques possibles, permettant donc d'avoir des réponses consensuelles. S'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y avait pas de consensus nous permettant de proposer une recommandation. Alors, vous comprenez bien que toutes ces recommandations sont essentiellement des recommandations de bonne pratique professionnelle, donc qui s'adressent aux acteurs de santé, donc qui vous intéressent probablement moins. Mais c'est important parce que c'est ça qui va permettre peut-être une harmonisation donc des pratiques professionnelles. Cependant, on est quand même arrivé à glisser dans ces recommandations des 3 chapitres quelques recommandations qui intéressent plus les décideurs. Alors pour l'hépatite C, on recommande le test réflexe du dosage de l'ARN du virus C devant tout anticorps anti-VHC positif pour la première fois au laboratoire. Donc ça, c'est un élément important qui n'existe pas donc pour l'instant. Et puis, on a recommandé des mesures en faveur de sujets incarcérés. Et c'est la possibilité de mettre à disposition pour tous les usagers de drogue un traitement de substitution en prison. Et également mettre à disposition et diffuser des programmes d'échange de seringues et de petits matériels en prison, ce qui n'est toujours pas fait non plus. Pour le virus B, les recommandations qui s'adressent plus aux décideurs, eh bien, c'est en fait de faire un dépistage au premier trimestre de la grossesse, mais avec les 3 marqueurs, puisqu'actuellement, ce qui est recommandé, c'est uniquement l'antigène HBS. Donc, on propose un dépistage 3 marqueurs au premier trimestre, qui permettra alors, si les 3 marqueurs sont négatifs, de vacciner la femme enceinte, éventuellement avec un schéma plus rapide de 0,1-4 mois, et de ne pas oublier le compagnon, donc de le dépister et de le vacciner s'il est négatif, pour éviter ainsi tout risque de contamination pendant la grossesse. Pour les autres chapitres, alors épidémiologie, prévention, dépistage. Alors donc, tout d'abord, il va présenter toutes les données épidémiologiques de façon très complète, très détaillée, dont on dispose actuellement, mais qui sont malheureusement pour certaines déjà un petit peu anciennes. Le chapitre prévention présente toutes les méthodes de prévention disponibles. On va y revenir et fait des propositions pour améliorer la prévention des risques. Et puis les méthodes de dépistage des 3 virus sont présentées, alors avec leur aspect réglementaire, et on va voir un peu pour la biologie délocalisée, et propose de nouveaux algorithmes de dépistage qui pourraient être mieux adaptés à certaines populations. Enfin, pour le parcours de soins, bien évidemment, on reprend la définition d'un parcours de soins simplifié versus un parcours de soins spécialisé tel que défini par la FEF. Mais on fait également des propositions de dépistage et de prise en charge des populations particulièrement exposées au virus C, et on traite les migrants et les populations précaires vulnérables, les usagers de drogue, les détenus et la population psychiatrique. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, puisque dans le rapport d'Humo 2014 et 2016, il n'y avait pas de chapitre sur la population psychiatrique, qui est pourtant à forte prévalence d'hépatite C. Il y a un petit chapitre sur l'éducation thérapeutique. Et donc là, dans les 2 chapitres qu'on vient de voir, EPD et parcours de soins, la majorité des recommandations s'adressent directement aux décideurs, donc pour essayer de faire changer les lignes et finalement de formaliser toutes les demandes que vous avez déjà exprimées, et plus. Alors, si on reprend maintenant un petit peu plus en détail, en ce qui concerne l'épidémiologie, quelles sont les recommandations pour l'aspect épidémiologique? Puisqu'on l'a vu, les données sont souvent anciennes et pas systématisées. Donc, ça serait de pérenniser le SIDEP pour les hépatites virales. Alors, le SIDEP, je vous rappelle, c'était le service intégré de dépistage et de prévention qui a été mis en place pour suivre la pandémie de Covid. Et il est proposé que cette pérennisation se fasse sous le nom d'entrepôt national de données de biologie médicale, ENDB, qui est déjà en réflexion, testé. Le tout, c'est de savoir, parce que c'est un peu compliqué à mettre en place et c'est assez lourd, et donc c'est de savoir quelles sont les affections qui pourraient être prioritaires pour appliquer, pour disposer de cette ENDB. Et donc, on recommande que justement les hépatites virales puissent bénéficier de la mise en place de cet entrepôt national de données biologiques pour permettre une remontée systématique et standardisée des données biologiques et épidémiologiques des hépatites.
Et on dit que si un système standardisé pourrait également s'intégrer un certain nombre de rapports qui sont faits régulièrement, mais dont l'exploitation n'est peut-être pas bien faite parce que ça n'est pas en accord avec les autres données. Et dans ces rapports, je cite les rapports d'activité des unités sanitaires pardon, en pénitentiaire, en milieu pénitentiaire, et les rapports d'activité des CARUD, XAPA et PAS, donc qui existent, mais qui sont probablement sous-exploités et qui pourraient être un petit peu mieux systématisés. À côté donc de ces données standardisées, systématisées, il faudrait sûrement mieux documenter la situation épidémiologique dans certains DROM. Il y a eu une enquête à Mayotte récemment, mais les Antilles, par exemple, manquent de données. Et puis également, il serait intéressant d'avoir une bonne situation épidémiologique en prison des hépatites B et C. En termes de prévalence, c'est-à-dire effectivement dépistage à l'entrée en prison, qui va nous donner mieux fait que ça ne l'est actuellement, qui peut nous donner une prévalence à l'entrée en prison, mais il serait aussi intéressant d'avoir des données d'incidence, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pendant la prison et donc quel est le risque en fait de contamination pendant le temps d'incarcération. Excusez-moi. Alors maintenant le chapitre prévention. La première prévention qui est la plus facile, mais qui est la plus importante et la plus efficace, c'est la vaccination contre le virus de l'hépatite B. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la vaccination obligatoire contre le virus B avec les 10 autres vaccins chez les nouveau-nés depuis le 1er janvier 2018 a permis effectivement une augmentation très intéressante de la couverture vaccinale des nourrissons. Et actuellement, les plus à 20 mois, la couverture 3 doses, parce que c'est quand même celle la plus importante, la couverture 3 doses dépasse un petit peu les 90%. C'est très bien, mais ça n'est pas suffisant, car l'OMS préconise pour les pays européens, demande une couverture de plus de 95%. Donc on n'y est pas encore, il y a encore du progrès à faire, mais c'est quand même déjà beaucoup mieux. En revanche, les enfants qui ont été vaccinés, les adolescents qui ont été vaccinés dans la période des années 90 sont maintenant à moins de... les adolescents actuels sont à moins de 50%. Et comme le disait aussi Véronique, eh bien les sujets les plus exposés au risque d'hépatite B ont un taux de couverture vaccinale qui est tout à fait insuffisant. Donc, comment faire ce rattrapage vaccinal des adolescents, puisque les enfants, ça va être fait, et des adultes? Pour les adolescents, actuellement, on est en pleine campagne de vaccination contre le papillomavirus. C'est très bien, c'est vraiment très, très important, très intéressant, mais peut-être qu'on pourrait aussi en profiter pendant ces examens donc en milieu scolaire pour relancer la vaccination contre l'hépatite B, donc faire un petit questionnement des enfants et proposer également la vaccination antivirus B. Pour les adultes, il pourrait y avoir effectivement beaucoup d'occasions de revoir le problème vaccinal. À l'occasion de tout dépistage négatif, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dépistages qui sont faits dans des structures de dépistage, par exemple pour les usagers de drogue aussi, en XAPA, CARUD. Et quand il y a un dépistage négatif, qu'est-ce qu'on fait? C'était la thèse, je crois, de Gilles Bottero qui disait finalement, on leur dit qu'il va falloir vous faire vacciner, et ils étaient 10% à être évidemment vaccinés. C'est-à-dire que ça s'arrêtait après un dépistage négatif. Donc, on recommande de donner des moyens humains et matériels aux structures de dépistage que sont les XAPA, les CARUD, les PAS non hospitaliers, pour pouvoir vacciner contre l'hépatite B devant un dépistage négatif. Les autres opportunités, c'est en fait, il y a par exemple la journée défense et citoyenneté, où il pourrait y avoir un bilan de santé et de rattrapage vaccinal. Alors, les rendez-vous de prévention, j'ai lu sur Le Monde la semaine dernière que ça va plus s'appeler rendez-vous de prévention, ça va s'appeler les bilans de prévention, parce que ça n'a pas encore été vraiment mis en place ou uniquement testé, je crois, dans les Hauts-de-France. Donc, ça sera moins lourd. Donc, des bilans de prévention, puis on va peut-être commencer par un bilan de prévention à 18-20 ans, avant de continuer à 40-45, puis 60-65, puis peut-être même jusqu'à 70-75, à l'horizon, je ne sais pas quand. Mais au moins,
dès qu'il y aura des bilans de prévention, que le rattrapage vaccinal soit prévu là-dedans. Et puis pour les femmes, il faudrait qu'il y ait aussi de façon un petit peu plus systématique une interrogation sur la vaccination au cours des consultations de gynécologie. Et avant les consultations d'obstétrique même. L'autre grand volet de la prévention, c'est la réduction des risques. Alors, je crois que, mais ça répond un peu à ce que vous dites aussi, il faut vraiment développer ce qu'on a appelé les dispositifs de réduction des risques combinés. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un même lieu, tout puisse être fait. Donc, ces lieux de prise en charge des usagers de drogue, par exemple, il y a une distribution de traitements substitutifs aux opiacés, programme d'échange de seringues et de petits matériels, et bien que ces centres, effectivement, qui font également le dépistage, puissent faire l'évaluation en cas de dépistage positif et le traitement de l'hépatite C. Donc tout ça dans un même lieu avec des moyens. Il serait intéressant, et on recommande de diffuser les dispositifs ARLI qui ont été testés et qui avaient montré leur intérêt, qui sont donc les accompagnements et éducation aux risques liés à l'injection, qui sont autre chose que les haltes injections que les salles de conso. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été faites, mais continuer à développer, à multiplier les actions de sensibilisation et d'information pour amener non seulement au dépistage, mais également à la prévention. Et on en remet une couche sur le milieu carcéral, qui est donc vraiment de diffuser les outils de réduction des risques qui sont théoriquement prévus par le Code de santé publique, et donc prioritairement les programmes d'échange de seringues, mais également distribution aussi de petits matériels. Enfin, le troisième aspect qui est le dépistage. Première recommandation, c'est donc une prise en charge à 100% du dépistage des 3 marqueurs, on y revient, pas uniquement l'anti-HBS, mais des 3 marqueurs du virus B pour les femmes enceintes au premier trimestre. Et finalement, également pour toute personne qui justifie d'un dépistage du virus B. Depuis le début, le dépistage du VIH, le dépistage du VHC sont pris en charge à 100% et on ne comprend pas pourquoi le dépistage du virus B, dans sa 3 marqueurs qui est maintenant à la nomenclature comme le dépistage du virus de l'infection par le virus B, pourquoi ce n'est pas encore pris en charge à 100%. C'est inscrit au PLFSS ça a été inscrit au PLFSS pendant plusieurs années, à chaque fois, à la DGS, la personne responsable des hépatites l'inscrivait au PLFSS et c'était à chaque fois retoqué et refusé. Bon, on va continuer à le proposer, à le recommander. Alors, on propose également, on recommande d'élargir le dispositif VIH test. Vous savez, c'était cette possibilité donc au labo sans ordonnance, qui est pérennisée pour le VIH sous forme qu'on appelle dispositif VIH test. Il est prévu, je crois, au niveau de la DGS, ils ont prévu de le proposer pour les IST. Et nous, on propose que ce soit également élargi aux hépatites B et C, qui permettrait donc à des sujets voulant se faire dépister d'aller au laboratoire sans ordonnance pour pouvoir se faire dépister. Tout à l'heure, Véronique en parlait. Bien, ce serait aussi de mettre en place des tests réflexes au laboratoire. Et pour ça, il faut que ça soit inscrit à la nomenclature, il faut que ça soit accepté, que certains tests fassent partie des tests réflexes, qu'ils soient pris en charge à 100%. C'est tout d'abord l'ARN du virus C devant tout anticorps anti-VHC positif pour la première fois au laboratoire, et puis la sérologie anti-VHD devant tout antigène HBS positif pour la première fois au laboratoire. Enfin, dernière recommandation, et là aussi ça répond un petit peu aux questions que vous vous êtes posées, faciliter la réalisation d'une PCR-VHC, donc d'un test moléculaire sur sang capillaire, donc avec le système GeneXpert, donc qui est de la biologie délocalisée. Et pour cela, pour continuer à le faire quand même dans des conditions correctes et de qualité, il faudrait élargir les catégories de lieux de réalisation, donc que ce soit proposé possible officiellement dans un certain nombre de lieux de réalisation, donc par exemple les XAPA, et également faciliter l'établissement de conventions avec le laboratoire de biologie médicale qui sera toujours de toute façon le responsable de la lecture analytique et de la qualité du test moléculaire. Donc, je crois que ces recommandations répondent tout à fait aux demandes qui ont été formulées tout à l'heure.
Autre élément de dépistage, donc de façon beaucoup plus générale, c'est améliorer le dépistage des 3 virus VHC, VHB, VIH. Mais il y a eu quelques essais, quelques tests qui ont été faits dans certaines structures. Et avant de pouvoir le développer, je pense qu'il serait quand même vraiment important de faire de véritables études de coût-efficacité de ces dépistages. Par exemple, dans les structures qui accueillent des personnes ayant des troubles psychiatriques, même si c'est effectivement nécessaire, il faut quand même qu'on ait une évaluation de ces politiques. Et également aux urgences, le dépistage systématique des personnes non dépistées récemment et nécessitant un prélèvement a déjà été fait, donne des résultats, disons, un petit peu mitigés. Et c'est sûr qu'il faudrait vraiment des études de coût-efficacité. Et puis, à côté de ces 2 structures qui ont déjà été testées, il faudrait vraiment identifier et évaluer de nouvelles opportunités de dépistage, et ce, de façon un petit peu plus systématique. Alors, on en a mis quelques-unes ici: les consultations prénatales des futurs pères, les consultations médicales gratuites de prévention, là toujours ces rendez-vous qui deviennent les bilans de prévention, les consultations de gynécologie, les journées de défense et citoyenneté, etc. Donc il y a sûrement beaucoup d'opportunités de dépistage après discussion avec les sujets, donc dans toutes ces structures-là. Et puis, alors ça c'est une dernière recommandation qui a été pas mal discutée, mais on l'a mise quand même, ce serait de proposer, non pas de faire, mais de proposer le dépistage du virus C au premier trimestre de la grossesse, en même temps que le virus B et le VIH. Pourquoi ? Il ne faut pas se leurrer. Quand on regarde l'activité de dépistage, on voit que ce qui est dépisté en priorité, en majorité, ce sont les femmes entre 18 et 40 ans, donc en âge de procréer. Donc le dépistage de l'hépatite C est déjà fait pendant la grossesse, est déjà fait largement, mais de façon totalement inégalitaire pour l'instant, puisque ça dépend de la maternité, du médecin qui est prescrit, etc., de la sage-femme. Donc, soit on ne fait pas, soit on fait de façon égalitaire sur les différents territoires et les différentes structures. Alors, en ce qui concerne l'algorithme de dépistage donc, qui est proposé, donc l'algorithme en vigueur, vous le voyez là, à gauche. Donc, on fait un prélèvement pour une sérologie et si cette sérologie est positive, il faut refaire un prélèvement sanguin pour effectuer une charge virale indispensable pour la prise en charge du patient. Et donc, à droite, le test réflexe, ce serait donc de faire dès la sérologie positive sur le même prélèvement, donc à condition que le prélèvement soit suffisamment important, donc une charge virale qui permettrait, et ça les études l'ont montré, une prise en charge, alors une proportion plus importante de sujets qui sont pris en charge, parce qu'il y a moins de perdu de vue quand on fait tout de suite sur le même prélèvement la charge virale, et ça diminue également, ça divise par 3 le délai de prise en charge de ces patients. L'autre algorithme en vigueur, donc, quand le dépistage est fait par TROD, dans certaines populations plutôt. Donc là, il faut un prélèvement sanguin pour contrôler, pour vérifier la positivité de ce test d'orientation diagnostique. Et puis, à ce moment-là, si la sérologie est positive, il y a un test réflexe qui permet de faire une charge virale. Mais c'est peut-être à ce sujet, à ce niveau-là, pour ces sujets dépistés par TROD, que en fait, le test réflexe pourrait plutôt être remplacé par un test moléculaire sur sang capillaire, donc par système GenExpert, qui permettrait, là encore, non pas d'attendre le résultat, mais d'avoir le résultat en 1 heure, 1 heure 30, et prendre en charge beaucoup plus rapidement, avec moins de perte de vue, ces populations un petit peu plus difficiles à atteindre. Alors, voyons maintenant le parcours de soins. Donc, l'idée, c'est globalement d'améliorer la prise en charge et le parcours de soins de ces différentes populations que j'ai citées tout à l'heure, populations vulnérables, précaires et migrants, usagers de drogue, personnes incarcérées et populations psychiatriques. Alors, je ne vais pas vous décrire parce qu'il y a 77 recommandations dans ces 2 chapitres, donc on va peut-être faire un peu plus synthétique. Et il y a des points communs à ces différentes populations qui sont donc ceux-ci: faciliter le dépistage en utilisant des outils de dépistage adaptés, proposer un guichet unique, c'est-à-dire, on l'a vu déjà tout à l'heure, ce guichet unique qui permet d'avoir sur un même lieu la prévention, le dépistage, l'évaluation et le traitement en ce qui concerne l'hépatite C. Mais si on propose le traitement d'hépatite C dans des structures de soins de proximité, donc proches des patients, dans un parcours simplifié,
c'est possible, mais peut-être que le personnel de soins n'est pas forcément habitué au traitement. Donc il faut vraiment, quand on veut favoriser la prise en charge de proximité, avoir un appui spécialiste sous forme de téléconsultation ou sous forme de partenariat avec un référent hépatologue pour ces différentes structures, ou alors proposer des coupe-fil consultations avec donc une consultation très rapide chez le spécialiste. Et regarder quelles sont ces consultations sont bien effectuées. Mais à côté de ces points communs, on peut quand même remarquer certaines spécificités dans ces différentes populations. Tout d'abord, pour les populations vulnérables et les migrants, il y a effectivement un contexte social particulier, il y a une dimension sociale qui est à prendre en compte, et donc il faut développer les parcours spécifiques avec un accompagnement interdisciplinaire, donc prenant en compte cette précarité sociale. Il y a un besoin d'interprétariat qui actuellement est très difficile et onéreux, et donc il faut vraiment faciliter, on recommande de faciliter l'accès aux services d'interprétariat en donnant des moyens financiers et humains. Et puis, si on veut qu'il y ait une prise en charge effective de ces patients étrangers malades, donc affectés par l'hépatite C, l'hépatite B ou le VIH, il faut émettre des avis médicaux corrects qui, en appliquant l'arrêté ministériel donc, de 2017, qui leur permettra au mieux d'avoir effectivement de pouvoir bénéficier des soins. Pour les usagers de drogue, Véronique aussi en a parlé, c'est vraiment l'aller vers. Et un certain nombre de propositions, donc de tests ont été faites, donc de campagnes ont été faites, qu'on cite d'ailleurs dans le rapport, mais promouvoir l'aller vers, c'est absolument indispensable pour cette population souvent marginalisée, qui est donc très difficile à atteindre, sinon par les moyens réguliers. Pour ces populations, ces usagers de drogue, il ne faut pas oublier de répéter le dépistage annuellement, surtout chez ceux qui continuent à avoir des pratiques à risque, et ne pas dire ça y est, maintenant il est dépisté, il est négatif, c'est bon. Non, c'est continuer régulièrement, au moins annuellement. Et puis, on en parlait aussi tout à l'heure, après traitement et guérison du virus C, il faut absolument prévenir le risque de réinfection. Et donc là, l'éducation thérapeutique et vraiment la mise en branle de tous les modes de réduction des risques sont vraiment à prendre en considération. Pour les personnes détenues, on l'a déjà vu, donc je le répète, c'est produire des estimations épidémiologiques à un niveau national et régional pour adapter les mesures, parce que c'est vrai que l'épidémie est peut-être différente d'une région à une autre, et donc c'est pas la peine voilà, il faut adapter véritablement les besoins. Le problème qu'on rencontre souvent, c'est que les malades, donc, ils peuvent éventuellement commencer leur traitement, mais ils sortent ou ils sont déplacés avant la fin du traitement, et c'est une perte de chance évidente. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'interruption de traitement trop rapide, il faut vraiment raccourcir les délais entre le diagnostic, qui pourrait être fait rapidement par TROD plutôt que par prise de sang, attendre les résultats, etc. Et évaluation rapide et donc traitement pour optimiser ces chances de traitement complet. Et puis là encore, diffusion en milieu carcéral des outils de réduction des risques. Enfin, pour les populations psychiatriques, en évaluant, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il faut sûrement prévoir de dépister hépatite C, hépatite B, VIH, et puis alors il y a toujours aussi la syphilis qui est rajoutée. Voilà, c'est historique, semble-t-il. Donc, je dis bien toutes les structures qui accueillent des personnes ayant des troubles psychiatriques. Donc, les urgences psychiatriques, puis les hôpitaux psychiatriques, mais centres médico-psychologiques, etc. Donc, toute structure qui accueille des patients ayant des troubles psychiatriques. Il faut également mieux informer les malades, les familles, les acteurs de santé en psychiatrie sur le traitement par antiviraux direct, car beaucoup en sont restés avec l'idée que on ne peut pas traiter, c'est très difficile de traiter des malades psychiatriques de l'hépatite C parce qu'il y a une contre-indication psychiatrique, mais voilà, ils en sont restés au temps de l'interféron. Je crois que donc vraiment il y a des idées fausses à combattre et informer beaucoup là-dessus. Et puis le dernier problème qui est un peu financier, c'est simplifier la délivrance du traitement par antiviraux direct par les pharmacies donc, à usage interne,
pour pouvoir traiter les patients, y compris pendant leur hospitalisation. Car habituellement, ils attendent que le malade sorte pour prescrire le traitement. Et là, c'est effectivement des perdus de vue, une perte de chance d'interruption de traitement. Donc, si c'était possible de traiter quand le malade est encore hospitalisé, ce serait sûrement un gage de meilleure réussite du traitement. Alors, tout ce rapport donc, a été en partie et va continuer à être mis en ligne. Donc, depuis le 3 octobre, depuis le premier jour de la FEF, les 3 chapitres d'aspect thérapeutique, virus C, virus B, virus Delta, ont été mis en ligne sur le site de la HAS. Alors, depuis hier soir, c'est un petit peu changé. Là, j'avais dit que mise en ligne ce jour. En fait, non, a été mis en ligne hier le chapitre parcours de soins. Et le chapitre EPD est encore en cours de validation. Il y a eu des problèmes de charte graphique et je ne sais quoi, de problèmes techniques. Donc, c'est en cours de validation et donc ça devrait pouvoir être mis en ligne d'ici 48 heures, a priori. Donc, à terme, les 5 chapitres sous forme texte long, texte court et fiche synthétique seront en ligne sur le site du Conseil national du sida et des hépatites virales avec un lien, donc je pourrais vous redonner, puisque donc, il m'a été donné hier soir, et également sur le site de la NRS. Et bien évidemment, je vous conseille fortement d'aller voir ces recommandations qui sont un petit peu plus détaillées, un peu plus formalisées que ce que j'ai pu vous raconter. Mais si on veut résumer toutes les recommandations qu'on a faites et ce que je vous ai présenté, je crois que ces recommandations, ça représente en fait une supplique au pouvoir public pour augmenter les moyens financiers et humains dans la lutte contre les hépatites virales. Et bien évidemment, c'est un grand merci d'avance à SOS Hépatite dont on connaît l'énergie pour se faire le relais de ces recommandations. Et je vous remercie. Merci Françoise. Gardez votre micro. J'en profite pour dire bonjour à tout le monde. C'est la place aux questions. Donc, vous l'avez remarqué, mais je le précise, on a eu un petit décalage au niveau de l'introduction. On a eu la chance d'avoir Madame Simon de l'ARS, Monsieur Tonenbaum aussi de la mairie. Donc, allez, on va grignoter sur la pause. On va se laisser un peu plus. On va commencer avec 5 minutes pour tout à l'heure. Mais là, c'est la place aux questions. Et à distance aussi, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Encore merci pour cette précieuse synthèse. Hein, ça nous permet de nous approprier. Oui, c'est voilà, vraiment une synthèse parce que c'est. Mais elle est précieuse. Voilà, comme ça, vous nous donnez envie de regarder tout. J'ai eu l'impression de répéter un petit peu ce qui avait été dit, sauf que là, on le recommande et donc il y aura une lecture faite par les pouvoirs publics et on peut espérer que ça sera. Enfin, bon. En tout cas, nous, voilà, en termes de supplique, on n'hésitera absolument pas. Alors, Pascal me demande le micro. Priorité au Juste président. une question, et merci parce que pour nous, ça va être formidable de pouvoir s'appuyer sur ces recos, parce que quand on cause un DGS, quand on rencontre des gens et on passe pour des fous furieux, mais là, voilà, on va pouvoir s'appuyer sur ça. Tu as fait une remarque, il y a SOS Hépatite a la chance d'avoir dans les DROM des gens, et particulièrement en Guadeloupe, des gens qui ont bossé sur l'épidémie particulière. Est-ce que tu penses qu'il va falloir développer des stratégies particulières dans les DROM ou est-ce qu'on peut les intégrer dans ce grand tout ? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait des bonnes données épidémiologiques un petit peu plus développées que ce qu'on a actuellement pour voir si, en fait, on est dans le commun, donc métropole et DROM, ou pas. C'est-à-dire que, pour l'instant, je crois qu'il y a... On connaît la prévalence de l'hépatite B à Mayotte. Ouais. À La Réunion, il n'y avait pas eu grand-chose sur l'hépatite B, il y a eu un peu sur l'hépatite C. Et aux Antilles, il n'y a pas eu grand-chose non plus. Enfin, à la Guadeloupe, il n'y a pas... Je crois qu'il y a un peu plus d'hépatite B, mais c'est... Il y a 3 fois plus d'hépatite B. Mais je pense que ce qu'on propose pour l'hépatite B, enfin, en dehors des dépistages, tout ce qui peut être vaccination et prévention des risques, enfin, je veux dire, c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est par exemple une action qui avait été proposée par les collègues d'SOS Hépatite en Guadeloupe, il y avait des femmes qui arrivaient en salle d'accouchement qui n'avaient pas été dépistées, qui étaient passées en dehors. Et c'était de dire il faut faire des TROD dans les salles de travail et que ce soit les sages-femmes qui soient formées. Même pas TROD, tu as des tests virologiques rapides qui doivent, oui, tests virologiques rapides qui doivent être faits. C'est des tests individuels, hein, donc c'est pas des trucs automatisés, mais des tests individuels rapides, donc plus efficaces.
mais plus sensibles que les TROD, qui doivent être faits en salle d'accouchement, bien évidemment, et qui permettent à ce moment-là de sérovacciner le bébé. Oui. Mais ça c'est recommandé partout. Il n'y a pas qu'à la Guadeloupe que c'est recommandé. C'est recommandé partout que si une femme arrive pour accoucher et n'a pas été testée, il doit y avoir un rattrapage de dépistage par un test rapide. C'est bon. Oui, Françoise, donc Frédéric Chaffray, merci beaucoup du coup pour ta présentation. Il y a de belles choses, comme l'a dit Pascal, à porter au niveau des pouvoirs publics. On a rencontré le DGS nous mardi avec SOS Hépatite, et effectivement, rien que le dépistage sans ordo pour aussi l'hépatite C, ça c'est un truc qui est vachement important, qui devrait être quand même systématique avec les recommandations depuis plus de 15 ans des 3 virus, et c'est toujours pas, et on voit que c'est peut-être même pas encore dans la... Alors, on en avait parlé à Olivier Semama quand il a posé la question, et il a dit qu'il attendait nos recommandations. Donc, on sait que c'est prévu pour l'IST. A priori, c'est prévu pour les IST, puisque donc, vous savez que le rapport, en fait, c'est un triple rapport. Il y a rapport hépatite, VIH et IST. Nous, on a été les premiers, on était premiers, on a fini à l'avant les autres. Mais en théorie, c'est effectivement tout ça dans la santé sexuelle, d'accord, dans le programme de santé sexuelle. Et donc, on sait qu'effectivement, pour les IST, ça doit être accepté. Et nous, on le recommande pour VIH et VHC, VHC et VHB, pardon. Et donc, voilà. Parce que la réponse qu'on a, nous, pour l'hépatite C, c'est que c'est contradictoire avec les recommandations de la HAS. Donc, est-ce qu'il faudra repasser par la HAS ? Alors là, quand vous dites recommandations de la HAS, la HAS n'a pas recommandé le... Moi, là, c'est pas la HAS, hein, les recommandations. Oui. Ce que je viens de vous présenter, les 2 chapitres que je vous ai présentés, ça n'a pas été fait selon la méthodologie HAS et ça n'a pas le label HAS. Mais par donc rapport ça c'est recommandé par le CNS et la NRS. Mais les recommandations de dépistage de la HAS sur l'hépatite C, qui ne sont pas en population générale. Vous vous rappelez, on a porté le dépistage généralisé. Mais ça, il n'y avait pas de VIH, il n'y avait pas de... le au labo sans ordo, mais il n'y avait pas de... Voilà, on avait porté le dépistage universel avait été refusé. C'est ça. Tout à fait. Le dépistage universel a été refusé. Et puis cette expérience au labo sans ordo, qui ne concernait que le VIH initialement, donc est pérennisée sous forme VIH test. Là, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et donc, on préconise effectivement... Il n'y a pas d'autotest pour le virus C. Et donc, on le préconise pour virus C et virus B. Nous allons le porter. Oui, donc on a à distance Denis Ouzan qui va poser une question. Ce que je vous propose, on va l'entendre, on va le voir, et on va faire une petite pause par la suite et reprendre à 10h50, ce serait le rêve. Donc je le partage et on passera à l'action après. Donc Denis, la parole est à toi. Merci. Merci Françoise pour cet énorme travail et toutes ces recommandations. Je voulais te poser une question sur un problème qui est vraiment important. On a fait un travail récent dans 3 Carux-Sapa utilisant la PCR rapide et sur à peu près 300 usagers de drogue. Et dans ce travail, on a montré que la moitié des usagers de drogue qui fréquentaient les établissements qui avaient une PCR positive ne pouvaient pas être traités parce qu'ils n'avaient pas accès à des droits sociaux. Et c'est 20% chez Véronique, chez nous c'est 50%, 45-50%. Et c'est un vrai problème aujourd'hui si on veut penser en élimination, car il apparaît comme difficilement soignable en test intri de drogue qui fréquentent les établissements, parce que c'est des populations précaires, sans soins sociaux, qu'il faut à peu près 3 mois aujourd'hui pour avoir un droit social. C'est un sujet qui va dans le CARUD, qui passe dans le CARUD. Comment faire pour améliorer cette situation, sans quoi l'élimination, à mon avis, dans cette population ne pourra jamais être atteinte? C'est effectivement un problème. Alors, il y a tout un chapitre là, que je n'ai pas développé parce que c'est Olivier Lefebvre du COMED qui l'a écrit, mais qui est effectivement, donc, mais je n'ai dit un mot, amélioré donc, dans un parcours multidisciplinaire, c'est-à-dire effectivement prendre en compte la situation sociale et donc, dès la découverte d'un problème social, mettre tout en œuvre pour effectivement faire les démarches pour obtenir des droits sociaux. Mais de toute façon, ça demandera effectivement 3 mois. Bon, pour le traitement d'hépatite C, 3 mois, c'est pas non plus la catastrophe, mais c'est vrai qu'il faut effectivement une équipe pluridisciplinaire ou interdisciplinaire qui puisse s'occuper véritablement de ces problèmes.
Mais c'est tout ce que je peux te répondre. On peut pas. Voilà, c'est savoir que ça existe et prendre en charge. Comme l'interprétariat fait également partie des problèmes. Si on veut comprendre un peu ce qui se passe, il faut qu'ils puissent comprendre ce qu'on leur demande. Tout à fait. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné un financement des autorités publiques pour essayer d'avoir un traitement plus rapide? Parce que ça, c'est un vrai énorme problème. Il faut savoir que ces usagers de drogue sont souvent des migrants, des gens qui restent pas en place 3 mois, qui passent une fois dans le carré de Sapa. Alors, on fait des diagnostics brillants de PCR et après, on est incapable de les traiter. Et je crois que si ça n'avance pas vite, on ne va pas pouvoir aboutir à l'élimination dans cette population. Et je crois que là, c'est un vrai problème aussi des pouvoirs publics de mettre de l'argent dans cette situation ou de fournir des traitements pour pouvoir traiter ces malades, sans quoi il ne pourra pas y avoir d'élimination. Ça voudrait dire qu'il faut changer la loi pour diminuer les 3 mois sur le territoire. C'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Déjà, si tu veux, si on a des moyens tels que le Jeune Expert, tels que les PCR réflexes, pour diminuer très fortement les délais et les pertes de vue entre le diagnostic et le traitement, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas de couverture sociale, à part changer la loi, qui est un peu compliqué, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire, sauf de dire qu'on découvre et on s'occupe très rapidement du problème plutôt que de le laisser traîner. En tout cas, juste pour un commentaire sur la PCR rapide, dans ce travail de PCR rapide, on a montré que 90% de ces usagers de drogue avaient pu avoir un diagnostic virologique parce qu'il était fait immédiatement avec le TROD. Donc, je crois que c'est gagné. La PCR rapide amène un plus fabuleux. Mais après la PCR rapide, s'il y a le gap de traitement, on ne peut pas arriver au test and treat. Et ça, je voudrais bien qu'on en ait conscience parce que c'est vraiment un gros problème qui va compromettre l'élimination dont on parle le temps. En tout cas, merci François. Je suis d'accord. Merci Denis. Merci Denis.